Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Bonjour Joël. Merci beaucoup d'être là pour ce sommet, pour accompagner les femmes qui sont en chemin, comme nous toutes d'ailleurs. Et donc Marion Daladier, camineuse, tu avais un blog site qui s'appelait La Camineuse, et puis je vais te laisser te présenter puisque tu as un parcours de, riche et très varié. Bonjour, oui, je m'appelle Marion. Alors, j'ai fait un master documentaire de création. Je suis réalisatrice de documentaires en premier, on va dire, parce que je suis multidisciplinaire et je fais beaucoup de choses et je fais un petit peu trop de choses des fois, mais elles sont tellement passionnantes que j'arrive pas trop à en faire moins. Peu après mon master, j'ai fait un master à Angoulême, je suis partie vivre à Paris 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai tout quitté, boulot, copain, appartement, et je suis partie pour partir faire un tour du monde. Sauf que mon tour du monde a commencé au Brésil et qui s'est un peu arrêté au Brésil, même si j'ai beaucoup voyagé par la suite et que je continue beaucoup à voyager. Et c'est au Brésil que j'ai grandi, parce qu'en fait, c'est comme si on devait rentrer dans l'âge adulte, ou même les années passent, mais comme si tout d'un coup on arrête, du moins en France, de travailler sur soi, comme si on ne devait pas travailler alors qu'on doit travailler sur soi en permanence pour évoluer en permanence. Et donc c'est au Brésil que j'ai découvert la spiritualité, mais de manière très simple. Par exemple, s'arrêter pour prendre le temps d'aller voir le coucher du soleil. Le lever de la pleine lune, tout le monde sait quand c'est que la pleine lune elle se lève sur la mer, on va regarder la pleine lune qui se lève. Il y a une tradition au niveau du coucher du soleil que j'adore à Salvador. Quand le soleil se couche et disparaît, tout le monde l'applaudit pour remercier la journée qui a été passée, le fait d'avoir encore eu une journée. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui m'ont aidé moi, parce que j'ai grandi dans une famille très athée et personnellement, j'étais un petit peu, on va dire, peut-être en colère par rapport aux religions et un petit peu méfiante. Et du coup, chez moi, c'était un peu religion, rien ou secte. J'avais pas trop ce côté spiritualité. Donc voilà, pour moi, le Brésil a été un grand pas et j'ai commencé un projet de documentaire sur les rites de passage féminin là-bas, autour des premières règles, l'accouchement, la ménopause. Et finalement, ce projet de film, je l'ai continué en France parce que la vie m'a ramené en France. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient autour de ça. Et j'ai rencontré de nombreuses femmes magnifiques qui faisaient un travail vraiment super. Sauf que petit à petit, je digressais par rapport à mon sujet. Et du coup, un jour, alors que j'étais au Brésil, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Enfin, je trouvais ça dommage d'avoir filmé toutes ces femmes qui font un super travail, mais qui étaient éloignées de mon film et que du coup, je ne pourrais pas mettre dans mon film. Et c'est là que je me suis dit que, comme moi, j'étais nomade et que je faisais beaucoup de formations en ligne, et que la plupart des formations que je suivais, malheureusement, n'étaient pas très jolies, et que les formations que je voulais suivre n'existaient pas en ligne autour de la spiritualité, de la féminité. Du coup, j'ai eu l'idée de créer le site internet Rite de Femmes pour pouvoir vendre des formations en ligne. Donc là, j'en vends une autour de la gynécologie holistique, la gynécologie naturelle, mais aussi pour pouvoir écrire des articles et partager tout ce que je rencontre dans ma vie, tout ce que je découvre au fur et à mesure dans les différentes cultures et tout ça. Hmm. J'ai ton site a pris une tournure un petit peu différente lorsque tu as fait une rencontre un peu exceptionnelle, il me semble. Voilà, c'est vrai que si l'idée à l'origine était peut-être de vendre plusieurs formations de plusieurs intervenantes, j'ai commencé à travailler avec Marie Pénélope Pérez, qui est l'auteur du film Sagesse et pouvoir du cycle féminin, qui est quelqu'un avec qui j'adore travailler. C'est quelqu'un de très minutieux, c'est une chercheuse, elle va vraiment au fond des choses. Ça fait plus de 20 ou 30 ans qu'elle travaille avec les femmes, elle vient à l'origine de la danse. Et son travail est tellement fort qu'on a beaucoup de formations à venir. On a commencé avec une, on a de nombreux projets. Donc c'est vrai que pour l'instant, la plateforme ne vend que la formation de Marie et dans les 1 ou 2 années à venir, ce sera encore des formations de Marie. Après, je sais pas, ce sera peut-être ouverte à de nouvelles formatrices ou pas.
c'est vrai que des fois, c'est difficile on a une idée et après de se dire, OK, la vie m'a amené ailleurs, donc peut-être qu'il vaut mieux que j'aille ailleurs. Puisque au tout début, je me disais, j'ai filmé cette première formation, maintenant il faut que je trouve une autre intervenante qui soit du même à la hauteur de Marie, alors que j'avais déjà plein d'autres idées avec Marie. Après, j'ai dû me dire, OK, Marion, c'est ton projet initial, peut-être que c'est pas la suite, peut-être que ça le sera à nouveau. Accepter un peu des fois que les choses se fassent, se défassent. Ouais, respecter un peu ce que la vie nous offre et nous présente. En fait, ce que j'entends, c'est cette difficulté de l'entrepreneur en général et de la femme entrepreneur en particulier dans le foisonnement de la créativité, justement de rester focalisé pour aller jusqu'au bout d'un projet, du projet dans lequel on est engagé, et en même temps savoir discerner, comme tu dis, est-ce que ce projet, justement, il est arrivé à terme? Est-ce qu'il est temps pour moi d'y bifurquer ou est-ce que, justement, il est à finir? Donc, c'est cette danse-là que toi, tu danses. Oui, mais c'est vrai que pour ça, je trouve que le parallèle avec l'eau est vachement important. Le parallèle de la rivière. La rivière, elle va à la mer, elle sait où elle va, elle y va, mais à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle va toujours prendre un autre chemin. Elle va pas, s'il y a un rocher, elle le contourne. Bon, si elle est supérieure, elle va le dépasser, mais du coup, cette idée-là, toujours de se dire, je sais où je vais, mais en même temps, s'il y a un rocher, ben, il faut que je le contourne, enfin, sans que ce soit quelque chose de, sans essayer de trop forcer quand des fois il faut pas forcer. Des fois, il faut juste accepter de prendre un autre détour. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver cet équilibre des fois entre je veux absolument faire ça, mais j'ai l'impression que tout se ligue contre moi. Si tout se ligue contre moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille ailleurs. Mais en sachant que je veux quand même faire ça. Et ça, des fois, c'est pas facile à cerner. Ouais. Dis-moi, toi, tu es donc, euh, tu pourrais dire de toi que tu es nomade aujourd'hui ou pas? Alors, moi, j'ai été 7 ans nomade, sans maison, où j'étais avec mon sac à dos, j'avais mon ordinateur, ma caméra, mon kit de montage, tout sur moi. Et voilà, j'ai passé 7 ans comme ça. Là, depuis 2 ans, j'ai acheté une vieille maison en Aveyron que je réforme, que je rénove. Je suis au Brésil, je mélange avec le portugais. Et je viens tout juste de louer un appartement à Toulouse en juin. Donc j'ai une maison que depuis juin, parce que l'autre c'est une ruine qui est complètement en travaux. Mais malgré tout, du coup, en ce moment, ma vie est partagée entre l'Aveyron, Toulouse, le Brésil, et quand je suis en tournage, je pars toujours à droite à gauche. Donc, d'une certaine forme, je crois que je suis quand même encore nomade. Ouais. Et la forme, est-ce que tu dirais de toi-même que tu es entrepreneur? Ah oui, je suis, mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours été entrepreneuse sans forcément le savoir. Par exemple, je me souviens, quand j'étais au lycée à 18 ans, j'ai vu il y avait un petit panneau dans la cour de récréation qui disait que vous voulez voyager, bourse Jean-Victor Toigne pour partir voyager, un truc comme ça. Et il fallait créer un projet autour de l'économie et on pouvait partir enquêter sur un sujet d'économie. Alors moi j'étais en S, enfin je voyais pas du tout ce que c'était l'économie. Donc du coup j'ai monté un projet sur un reportage autour des éco-villages, une autre manière de vivre, une autre manière d'économie. Et j'ai gagné cette bourse et je suis partie du coup un mois visiter des éco-villages en Europe du Nord. Et c'est vrai que j'ai toujours été, et après dans mon parcours autour du documentaire, j'ai beaucoup cherché de subventions, j'ai toujours monté beaucoup de projets. Et j'adore les nouvelles idées. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup. Après, je pense que par exemple, le problème que ça peut créer par ailleurs, et là je le vois par rapport à mon entreprise aujourd'hui, il va falloir que je trouve quelqu'un qui soit, pour m'accompagner, qui soit plus dans la routine et qui aime construire les choses. Parce que moi, je suis quelqu'un j'aime l'initiative, j'aime les problèmes, j'aime résoudre les problèmes, j'ai toujours des idées. Mais après, du coup, je vais avoir du mal à assurer la chose sur le long terme. C'est le pendant un peu du... Ah oui, et aussi quand j'ai créé l'entreprise, c'est rigolo parce que
j'ai tout fait. En fait, j'ai filmé la formation, j'ai créé le site internet, j'ai commencé à vendre les formations et en fait, j'avais pas de structure, j'avais pas créé d'entreprise et j'avais pas fait de formation de création d'entreprise. Et du coup, je me suis inscrite à une formation où tout le monde avait le projet et moi, j'avais déjà tout fait, mais je savais pas comment il fallait faire, mais je l'avais fait. Et ça a fait beaucoup rire les accompagnants, les intervenants qui m'ont dit que c'était ça en fait un créateur au final. À un moment, c'est d'y aller, d'essayer, que c'est pas grave si on réussit pas, mais que si on reste trop dans le mental à réfléchir et à vouloir tout faire parfaitement, c'est difficile de créer et d'entreprendre. Ouais, c'est effectivement dans la création, il y a la partie imaginaire et il y a la partie le mettre dans la matière, quoi, le rendre visible. Et puis, ce que tu as dit, c'est pas grave, réussir, pas réussir. C'est une question que je te poserai un peu après aussi, mais cette idée que je ne peux créer que si je réussis, alors que je ne peux réussir que si je crée, en fait. Et que Exactement. je recrée, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait du sens, qui aboutit. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que ça, par exemple, moi, c'est pas un blocage que j'ai dans le fait d'entreprendre, mais créativement, parce que du coup, j'ai deux casquettes, hein, entrepreneuse et artiste. Et c'est vrai que créativement, c'est quelque chose qui me bloque beaucoup plus. Alors que je sais que pour m'améliorer dans la création, ben, il faut créer et avoir des échecs pour apprendre, faire des brouillons. Et cette envie que la création soit de suite parfaite, magnifique, reconnue, qui fait que des fois, il y a des choses dans lesquelles je ne me lance pas. C'est vrai que et ça résonne vraiment, je trouve, la créativité, l'entrepreneuriat sur ça. Ouais, ouais. Et aussi quelque chose que tu as dit un peu plus tôt sur trouver euh, les bonnes personnes avec qui travailler. C'est-à-dire que toi, reconnaître tes forces, tes compétences, là où tu as du plaisir, et trouver quelqu'un qui puisse faire ce qui t'embête ou ce que tu ne sais pas faire ou n'as pas envie d'apprendre à faire, euh, que ce soit pour la mise en forme, que ce soit pour le côté plus structure et tout. C'est vrai que c'est important de savoir trouver la bonne équipe en fait. Oui, et de savoir vraiment le reconnaître. Ma tante m'a dit ça à un moment quand je commençais à créer l'entreprise. Elle m'avait dit à un moment, liste tout ce pourquoi tu es forte, tout ce pourquoi tu es moyen et toutes les compétences qui te restent à apprendre. Et quand je l'ai fait, elle m'a dit, bon, ben, les compétences qui te restent à apprendre, tu t'y formes pas et tu demandes à quelqu'un, tu embauches quelqu'un pour le faire. Et toi, il faut que tu continues sur quoi tu es vraiment forte. Quitte à continuer à te former dessus, en fait, puisque c'est là ton point fort et c'est là que ça va apporter encore plus de choses. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis tellement remplie de joie de travailler avec Marie parce qu'on s'entend, ça marche bien. En plus, on est sur deux niveaux différents, mais on a chacune notre place et l'équilibre est vraiment, vraiment fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, devoir trouver quelqu'un pour travailler sur ma partie avec moi et lui déléguer des choses plus techniques pour pouvoir moi aussi revenir un peu plus dans l'artistique, pouvoir avoir plus de temps pour écrire des articles, pour faire des photos. Mais ça fait peur quand même. C'est notre bébé, hein. C'est un peu difficile. Il faut apprendre à déléguer, à faire confiance du coup en son instinct. Et en effet, bien savoir qui c'est qu'on cherche et pourquoi. Et pas forcément, moi j'aurais tendance d'un côté à vouloir travailler avec quelqu'un qui me ressemble. Enfin, je veux dire quelqu'un du coup qui va avoir les mêmes idées que moi et tout. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il me faut dans mon binôme de travail. Il faut que ce soit quelqu'un qui me complète. Ouais, et ça, en effet, c'est quelque chose. C'est un point, moi, je sais que sur lequel je dois encore travailler aujourd'hui. Et je pense que c'est important de se faire accompagner quand on crée une entreprise, vraiment, puisque c'est un accompagnement en fait qui dépasse la création d'entreprise. C'est un accompagnement personnel sur nos forces personnelles, même en dehors de l'univers du travail et dans l'univers du travail. Oui, la capacité de, comme tu disais tout à l'heure, reconnaître tes forces, reconnaître tes faiblesses, ce que tu as besoin de travailler ou pas, comment être capable de se remettre en question, être capable de reconnaître quelqu'un avec qui tu as envie de travailler ou quelqu'un avec qui tu n'as plus envie de travailler. Voilà, et c'est vrai que ça demande de grandir. Tu disais tout à l'heure que être entrepreneur, c'est grandir, et oui,
Ça demande de grandir en permanence, en fait. Mm, mm. Ouais. De se remettre en question. Je pense que c'est important on a tendance de manière générale à vouloir se créer une identité stable. Moi, j'ai eu beaucoup ça avec le Brésil quand je suis rentrée en France après le Brésil. Bon, en plus, j'avais la trentaine à ce moment-là, enfin, quand j'ai eu 30 ans. Moi, j'ai eu une crise d'identité. Moi qui étais quelqu'un de très organisé, bon, je le suis toujours, mais avant, j'étais vraiment particulièrement organisée, particulièrement ponctuelle. Plein de choses que le Brésil a un peu bouleversées. Et quand je suis rentrée en France, je me retrouvais plus, ça m'était jamais arrivé de partir de chez moi et de laisser la lumière allumée ou de casser plusieurs verres dans la journée. Et à un moment, du coup, je me suis demandé si j'étais malade. Alors moi, je me suis dit, s'il faut, j'ai un problème, j'ai un problème au cerveau, il se passe quelque chose. Je me reconnaissais plus. Et en même temps, et c'est là où j'ai découvert à quel point on crée son identité aussi. Peut-être que petite, quelqu'un a dit, ah, Marion, elle est très bien organisée. Et du coup, je me suis dit, oh, je suis quelqu'un d'organisé. Et du coup, j'ai créé ça. Et au final, d'accepter que notre identité, elle est fluctuante. On n'est pas tout le temps dans un sens, dans l'autre. On n'est pas tout le temps parfait. Et heureusement, il ne faut pas être parfait. Et accepter ces vagues, accepter de déconstruire des choses. On s'identifie à des choses qui sont pas forcément, qui ne nous définissent pas en fait. Oui, il y a une personne qui intervient dans ce sommet qui parle des cycles, beaucoup des cycles, il y a beaucoup travaillé sur les cycles féminins et notamment donc cycle par rapport à la menstruation, mais pas que, et toute ce processus qui est d'accepter justement les vagues de la vie et la façon dont on se construit dans la vie. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi les cycles, il y a presque des cycles d'identification en plus de cet endroit où peut-être tu t'identifies énormément à un certain nombre de choses et ça fait que c'est qui tu es. Et Et après, cet espace où, ok, parfois je suis comme ça et parfois non. oui. Et même du coup, par rapport, je pense, particulièrement par rapport à l'entreprise, on n'est pas notre entreprise. C'est vachement important. Et du coup, moi, je sais aussi que par rapport au documentaire, pendant 10 ans, là, je m'identifiais comme réalisatrice de films documentaires. Aujourd'hui, je suis à mi-temps réalisatrice de films documentaires, à mi-temps gérante d'entreprise pour une de femmes. Et en plus, je sais que créativement, en ce moment, j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie de faire d'autres choses plus dans la matière, plus manuelles. Et c'est très perturbant de se dire, oh, jusqu'à maintenant, qui suis-je si je suis plus réalisatrice de films documentaires? Il y a un truc qui fait un peu, bah oui, alors qui je suis? Et en fait, ouais, c'est intéressant. Ouais, tu es Marion Valadier avec toutes ses couleurs. Ouais. Dis-moi, dans ce parcours-là, aux couleurs de l'arc-en-ciel, là, dans ce que tu racontes, ça veut dire quoi avoir du succès, réussir pour toi en tant qu'entrepreneur et en tant que femme aussi? Alors, pour moi, réussir et avoir du succès, c'est quand toutes les portes s'ouvrent. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas toutes les portes s'ouvrent avec l'argent, par exemple. C'est quand tu sens que tout s'aligne dans ta vie pour que tu fasses exactement ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est pour moi donc ça s'appelle aussi par ailleurs, on peut appeler ça des synchronicités. Mais quand tous ces petits hasards font que tout s'ouvre, je me sens mais tellement remplie de joie et on sent quand même une sorte de dimension supérieure qui nous entoure et qui prend soin de nous. Et pour moi, là, c'est vraiment, vraiment synonyme de succès. Ça veut dire que je suis exactement là où je dois être, que mon chemin, il est exactement là. Et c'est vraiment magique, quoi. Il y a quelque chose qui part comme ça. Et après, d'un point de vue plus, on va dire, technique par rapport à l'entreprise, pour moi, vraiment, ce qui représente le succès, c'est quand je reçois, parce que j'ai dû faire tout un travail autour de l'argent, puisque j'ai grandi dans une certaine famille avec un certain type de politique, et autour de mon entourage aussi très alternatif, où l'argent était quelque chose de mauvais. Donc si je gagnais de l'argent, ça voulait dire sûrement que j'exploitais d'autres personnes ou que j'allais perdre tous mes amis, ma famille. Enfin, je le pensais pas comme ça, c'était pas du tout. Mais en faisant un travail, je me suis rendu compte que inconsciemment, il y avait de nombreuses peurs. Et donc pour moi, ce qui a été vraiment synonyme de succès, c'est quand j'ai commencé mes premières ventes et que du coup, je recevais des femmes qui
acheté la formation et qui me remerciaient de l'acheter. Et pour moi, ça a été genre incroyable de me dire waouh, on me remercie en me donnant de l'argent, on achète la formation et en même temps, on me remercie de vendre cette formation et de leur permettre de le faire. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de incroyablement puissant et fort qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à continuer à aller de l'avant. C'est trouver la juste place où tu contribues et à ta vie et à celle de la communauté et des autres. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, en vendant les formations, j'arrive à avoir une vie, à arrêter de lutter en permanence, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup lutté, à arrêter de pouvoir accepter, accéder à une certaine abondance, à un plaisir, pouvoir se remercier en fait. Oui, et lâcher prise, et en même temps apporter à d'autres personnes. Enfin oui, c'est incroyable quoi. Finalement, enrichir les autres et s'enrichir quoi. Dans tous les sens du terme, c'est fou. Ouais, ouais, c'est très satisfaisant de sentir que ce que tu fais, ça t'apporte à toi et ça apporte aux autres. Ouais, c'est important. Ouais. Et moi, quand dans tous ces changements de vie, puisque tu bouges énormément, comment est-ce que tu mets en place, est-ce que tu as un quotidien, une routine de soutien pour prendre soin de toi euh, ou pas? Alors, il y a eu des moments où j'en ai pas eu, parce que, bon, quoique pendant que j'étais nomade, j'écrivais beaucoup, 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 quand même, j'ai toujours beaucoup écrit. Mais dernièrement, où je sens que je suis rentrée dans une phase de construction, avec la construction de la maison, la construction de l'entreprise, je sens que je suis dans une autre étape de vie. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je pense que c'est aussi lié à l'âge. On a un âge de découverte, un âge de construction. Et donc, dernièrement, j'ai plus de routine qu'avant, même si je suis toujours quelqu'un qui est très au jour le jour et ma vie n'est jamais la même d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Je suis jamais au même endroit. Je reste rarement plus d'une semaine au même endroit. Mais dernièrement, je fais beaucoup d'écriture automatique. J'essaye de faire 2 pages par jour ou 3 pages d'écriture automatique. Alors des fois, je le fais pas, des fois, je le fais. Et sinon, je travaille beaucoup autour de l'auto-observation aussi. Essayer tous les jours, avant de dormir, de faire un point sur ma journée en marquant quel type de nourriture j'ai mangé. Enfin, ça, c'est très rapide. Hein. Je marque plutôt si ça a été végétarien, si j'ai mangé un petit peu de poisson ou de viande, si j'ai bu de l'alcool ou pas. En ce moment, je bois pas de café. Donc si je fais une diète, je le marque. Si ma digestion a été bonne ou pas. Parce que j'ai remarqué avec le temps que des fois, j'avais des tendances à une constipation, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Et que ces tendances à une constipation pouvaient après créer des infections urinaires. Et que tout ça, je ne l'avais pas forcément relié. Je marque le nombre d'heures de sommeil. Parce que je sais que je suis quelqu'un, si je ne dors pas, je deviens extrêmement sensible. Je deviens l'opposé. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et positif et je deviens absolument pessimiste. Je marque aussi du coup la météo parce que pareil, s'il pleut et que j'ai pas dormi, je sais que je vais pas bien, je sais qu'il faut que je dorme. C'est lié. Et je marque mon nombre d'heures de travail parce que j'ai tendance à travailler beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc pour essayer de travailler moins, de diminuer le rythme. Et du coup, je marque aussi si j'ai pris du temps pour moi, puisque j'ai tendance à pas prendre de temps pour moi. Donc ce truc d'auto-observation, qui au début peut paraître assez lourd à faire, mais quand on commence à s'y mettre et qu'on a l'habitude, après un quart d'heure, c'est fait. Et les pages d'écriture automatique, pour moi, en ce moment, c'est deux routines qui sont très, très importantes. Ouais. Pour mieux. Alors, l'auto-observation, est-ce que ça te permet de petit à petit transformer comment tu gères ton temps, ta vie, ton sommeil? Est-ce que c'est un appui ou pour le moment ou c'est juste une observation? Alors, ben, il y a les deux. D'un côté, il y a l'observation. Après, justement, il y a aussi l'observation par rapport au cycle, puisque je le fais quand même par rapport à mon cycle menstruel, puisque je suis encore cyclée aujourd'hui. Et par rapport à la lune, pour voir aussi quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, des fois, il peut y avoir des crises. Je peux être sujette à l'insomnie. Donc ça, le sport, tout ça, ça, je le marque. Mais il y a les deux, parce qu'il y a quelque chose, il y a une partie, même l'écriture automatique, c'est pareil. Il y a une partie où on peut l'analyser qu'au bout de 3 mois, en regardant s'il y a eu des facteurs qui se sont répétés.
L'écriture automatique, c'est pareil. En relisant tous les 3 mois ce que j'ai écrit les 3 derniers mois, je peux voir si j'ai des pensées qui reviennent en boucle ou des choses sur lesquelles j'ai évolué. Donc, il y a un truc vraiment d'auto-observation pour plus tard. Et en même temps, au fur et à mesure que j'écris, par exemple, si j'écris que j'ai travaillé 11 heures aujourd'hui, et ben, le lendemain, je ne vais pas travailler 11 heures. Et donc, du coup, il y a quand même des choses aussi qui, au jour le jour, agissent. Ou cette semaine, j'ai bu presque tous les soirs, même si c'était une bière. Moi, j'aime pas du tout l'idée de boire de l'alcool tous les jours. Donc, par exemple, là, je me dis, bon, stop, pas de. Ou trop de café. Voilà, ça fait 15 jours que je bois tous les jours. Il n'y a pas eu une journée sans pause café. Donc, je vais faire une pause de café. Hmm. J'en avais déjà un peu entendu parler de faire ce genre de travail. Je crois que je vais m'y mettre. Ça a l'air intéressant. Mais il y a vraiment. Moi, je me sers beaucoup de l'outil du mandala. Ouais. Il y en a un que moi, je donne à télécharger, à imprimer sur mon site internet, sur Rite de Femme. Mais il est simple, il faudrait peut-être que je retravaille dessus pour l'améliorer, puisque maintenant que ça fait longtemps que je le fais moi-même, une chose que je pourrais encore arranger dessus. Le mandala, ça peut être pas mal. Au Brésil, ils ont un super agenda qui s'appelle le mandala lunaire. Et du coup, ils ont 12 pages de. Enfin, ils ont 13 mandalas lunaires qui se suivent. Ce qui fait que donc, le mandala, c'est un cercle découpé en 28 petits quarts avec dedans des petits carrés. Ce qui fait qu'on peut marquer dans chaque tranche du cercle, qui correspond à une journée, à une phase de la lune, on va pouvoir mettre des symboles. Et donc, du coup, il y a tous ces 13 lunes qui se suivent. Et après, il y a une partie agenda, avec sur une page les 7 jours de la semaine. Et après, à la fin, il y a une partie carnet avec des pages numérotées. Ce qui fait que du coup, moi, je remplis mon mandala. Ce qui fait qu'après, quand on regarde, on peut voir quand même d'un coup assez rapidement les différences de couleurs, les différents symboles. Après, du coup, ça se lit à la page du jour, qui est petite, mais qui me permet de rentrer un peu plus en détail. Et par exemple, moi, après, je marque, si je rêve beaucoup. Donc, par exemple, je marque rêve, page 25. Et du coup, page 25, je peux aller voir le détail du rêve. Et c'est vrai que c'est vraiment un agenda qui est bon au Brésil. Mais en France, il y a plusieurs tentatives de ce genre. Enfin, il y a plusieurs agendas qui ne sont pas exactement pareils, mais je pense que petit à petit, on va en avoir un à peu près similaire. Ouais, faut que tu le mettes sur ton Rite de femme. Que tu le fasses toi, comme ça, il sera dispo. Et oui, non, mais à un moment, j'avais envie d'en faire un agenda, mais bon, après, le problème, c'est que j'ai trop d'envie. Et Ouais, comme je dois ralentir, c'est aussi ça, savoir, ok, ça, je le laisse à d'autres personnes de faire. ouais, Il y a ouais, le mandala qui peut être téléchargé, imprimé, et là, du coup, vous pouvez imprimer tous les mandalas et les coller les uns après les autres. ouais. Et pour ton entreprise, est-ce que tu as des routines de soins pour qu'elle puisse euh, grandir et s'épanouir? Alors, je pense que la première routine de soins vraiment par rapport à l'équipe, par rapport à Marie et moi, c'est vraiment de prendre des moments personnels. Moi, j'arrive pas à travailler en séparant émotion, amitié, travail. Des fois, on peut me dire que ça peut être un défaut, mais je pourrais pas faire différemment. Et du coup, pour moi, vraiment un soin, une routine de soins qui est vraiment importante pour mon entreprise dans la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est de prendre par moment des temps avec Marie où on est juste deux femmes, deux amies ensemble. Et par exemple, l'été dernier, ça faisait donc 1 an qu'on avait créé Groupe de femmes et on avait prévu, je crois, 5 jours de travail. On devait tourner, je sais plus, oui, on devait tourner des choses, faire le bilan et tout et tout. Et quand je suis arrivée chez elle, elle était épuisée, elle n'avait pas pu prendre de vacances. Moi, j'avais toujours pas vu la mer. Et là, je lui ai dit, on part. Et on est parti avec la voiture, on est parti au bord de la mer et on a passé 5 jours à la mer. Et sur les 5 jours, on a dû faire 2 heures de bilan. Et c'était absolument ce qu'il nous fallait. Et c'est ce qu'il fallait pour l'entreprise aussi. À un moment, se lâcher prise. Et puis, ça nous a donné plein d'autres idées qui se développent. Et ça continue à resserrer les liens, à resserrer la compréhension de l'autre de manière, pas forcément que ce soit sans passer par les mots, sans passer par les actions. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Et je sais que quand ça fait, parce qu'avec Marie, on travaille à distance beaucoup.
Et quand ça fait longtemps c'est important qu'on s'appelle aussi, de temps en temps. Ça passe pas que par les emails, que ce soit pas que de prendre ce moment où on s'appelle, où on parle quand même beaucoup de l'entreprise, mais où on se voit et on peut aussi un peu parler de nous. Du coup, on sait où l'autre en est dans sa vie. Enfin, ouais, c'est vraiment important. Et par rapport à, on va dire, plus à la formation, enfin, à l'entreprise, mais c'est pas forcément Marie et moi, de manière plus large. Dans la formation qu'on vend, là, la gynécologie holistique, il y a à peu près un live mensuel avec les participantes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pourrais, puisque c'est Marie qui mène le live, donc moi, c'est quelque chose que je pourrais déléguer à quelqu'un d'autre, ma présence, puisque moi, je suis une présence plus technique. Mais ça, je me rends compte à quel point c'est primordial de participer au live, de voir les participantes. Ça me rappelle pourquoi on fait tout ça, pourquoi je fais tout ça, parce que dans l'entreprise, il y a quand même toute une partie de travail qui n'est pas du tout intéressante, qui prend du temps. Et quand je vois toutes ces participantes, quand j'entends leur histoire, quand elles posent leurs questions à Marie, quand Marie répond, en plus déjà j'ai plein de réponses qui moi me font réfléchir et continuer à essayer d'évoluer. Mais ça me rappelle vraiment, c'est important à chaque fois de retrouver le sens. Pourquoi on fait ça? Ouais, je crois que c'est vraiment ça en fait. La routine de soins, c'est souvent de revenir au sens premier de pourquoi j'ai fait cette entreprise. Dans quelque chose de plus universel. Oui, ce que j'entends aussi beaucoup revenir, que ce soit dans ton lien avec Marie ou dans ton lien avec les femmes qui viennent, c'est justement le lien, la qualité du lien et ensuite le sens de ce lien. Est-ce que ça résonne pour toi ou Ah pas? oui, 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 non, mais c'est sûr, oui. Et est-ce que tu as un rituel peut-être plus dans la notion de sacré, spirituel, dans ton quotidien? Ou dans ta semaine, ou dans ton mois, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que tu fais? Alors moi, il y a quelque chose de très sacré. Alors bon, justement, déjà, un de mes travails, pour moi, une des choses vraiment importantes pour moi, c'est de démystifier le sacré Ouais. et à la fois, du coup, de remettre du sacré dans notre quotidien. Donc d'un Hmm. côté, que le sacré n'est pas quelque chose qui doit être complètement et en même temps que tout ce qu'on fait est sacré, si on y prête, si on y met une intention, si on y fait attention, si on ne le fait pas de manière automatique. Et donc, je dirais que finalement, le rituel le plus sacré que je fais de soins par rapport à moi-même, et quand je vais pas bien particulièrement, bon, et quand je suis en France, parce qu'au Brésil, ça marche pas, mais c'est prendre un bain chaud. Moi, je Oh là là. Et moi qui ne sais pas m'arrêter, moi qui ai plutôt cette tendance-là à en faire trop et à pas savoir m'arrêter et à pas savoir prendre du temps que pour moi toute seule, quand je prends un bain, et puis en plus je suis frileuse, donc je souffre pas mal du froid en France, mais quand je prends un bain, ce moment où on est dans l'eau, on est connecté à l'eau, toute l'énergie, tout nos stress qui part dans l'eau, cette bulle, et puis quand on met la tête sous l'eau, on se sent comme dans le ventre de notre maman, en position de fœtus, avec tous les sons abasourdis. Pour moi, le bain, c'est quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement sacré et important et puissant. Hmm. Alors après, on peut encore plus à des moments le rendre, se le rendre encore plus précieux en rajoutant des bougies, en rajoutant des... D'huile essentielle. Voilà, bon, faire attention avec les huiles essentielles puisqu'elles ne sont pas solubles dans l'eau, donc il faut les mélanger avec du lait, enfin, de la crème fraîche par exemple, ou avec de l'huile. Mais oui, en effet, on peut rajouter des pétales de fleurs, des infusions. Moi, j'aime bien mettre de temps en temps directement des branches de lavande, des branches de... Je travaille beaucoup avec les plantes. Ça, c'est aussi ma grande... J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup de transformation de plantes sur toutes les formes. Bourgeons, macérat huileux, distillation, enfin plein de choses différentes. Et l'infusion, c'est quelque chose de très simple et qui marche vachement bien. Et pour le bain, faire une infusion de verveine citronnée dans le bain le soir avant d'aller se coucher, c'est magique. Et ça sent tellement bon en plus la verveine citronnée. Oui. Ouais, c'est assez extraordinaire. Dis-moi, au cours de tous ces, dans toutes tes différentes casquettes de manifestation de qui tu es, quel serait ton super pouvoir ou tes super pouvoirs qui se
qui sont les plus évidents pour toi aujourd'hui? Alors, c'est rigolo parce qu'hier, je suis allée surfer et on a beaucoup rigolé sur. En fait, hier, j'ai eu mes règles et en fait, je pratique le flux instinctif, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'utilise plus rien, donc aucune protection hygiénique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on dit une protection hygiénique. Enfin, bon, bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc, j'utilise plus rien. Et là, carrément, je suis partie à la plage en petit maillot de bain et je suis partie surfer pendant 3 heures. Et donc, en gros, quand on pratique le flux instinctif libre, c'est-à-dire qu'on retient le sang comme on retient l'urine, en fait. Donc, et donc, j'ai surfé 3 heures. Je suis repartie, j'ai refait le chemin. Et après, je suis arrivée pour regarder des vidéos de surf. Et du coup, je suis allée aux toilettes et paf, j'ai relâché tout mon sang. Et après, je suis revenue regarder des vidéos de surf. Alors que ça faisait du coup, en gros, je pense 4 heures depuis la première fois, depuis la première fois que j'étais allée aux toilettes. Et à chaque fois et là, ça fait déjà 4 ans, je pense que je pratique le flux instinctif, mais à chaque fois, je me sens je suis tellement fière de moi, je me sens tellement puissante de pouvoir, comme ça, le garder, le relâcher. Et du coup, j'ai beaucoup rigolé hier sur ça, sur le fait que j'avais un super pouvoir. Et, et bon, toute une idée autour des super pouvoirs enfin, voilà, autour du sang. Mais sinon, pour être de manière un peu plus sérieuse, je pense que mon super pouvoir à moi, c'est le fait d'être extrêmement positive. Et pour moi, il y a toujours une solution à tout. Tout a toujours une solution. J'aime chercher les solutions. Et la plupart des choses ne sont jamais un problème. J'ai vraiment cette mentalité de bon, ben ça a été annulé, le bus est tombé en panne. Est-ce que tu m'entends ou ça a coupé? Non, ça va. Le Reviens. bus a été annulé, ça s'est tombé en panne, ça s'est cassé. Bon, ben c'est pas pour rien. Enfin, je me dis à chaque fois, il va y se passer autre chose. Et donc, chaque fois, je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi parce que je sais que quelque chose de positif vient de l'autre côté. Ou même, par exemple, quand il m'arrive vraiment une semaine, parce que ça peut m'arriver quand même d'avoir une semaine avec que de la malchance toute la semaine, je te dis, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Ben, même quand ça m'arrive, je me dis, bon, ben c'est bon, j'ai fait ma jauge de malchance pour le mois, donc maintenant, je suis trop contente parce que du coup, il va m'arriver que des bonnes choses pendant un mois. Et C'est je bon, pense que ça c'est fait. c'est ça. Ouais, exactement. Je me dis, ah, mais finalement, j'ai de la chance parce que c'est déjà fait. Donc, du coup, je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, mon super pouvoir à moi, ouais. Ouais. C'est le flux instinctif, c'est chouette que tu partages ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas. Et c'est vrai que c'est une façon pour. Il y a eu tellement de siècles de tentatives de contrôle sur le corps des femmes que ça, c'est une merveilleuse façon de reprendre effectivement. Retrouver sa puissance de femme sur son corps, sur ses. Ah non, mais moi, quand j'ai découvert ça, j'étais dans une colère, vraiment, enfin, j'étais révoltée, quoi. Je me suis dit, si on nous avait tous mis des couches depuis qu'on est petit, hommes, femmes, on se ferait tous pipi dessus. Et c'est ce qui se passe avec les règles. On nous met des couches et donc on se saigne dessus. Et ça, moi, ça m'a vraiment quelque chose enfin voilà, qui m'a vraiment mise en colère. Après, bon, moi, j'ai utilisé la Moon Cup pendant 10 ans. Je l'ai utilisé de 20 ans à 30 ans. Et là, maintenant, ça fait 3-4 ans que j'utilise plus rien. Après, je sais qu'il faut faire attention. Je dis ça parce que du coup, si certaines d'entre vous, d'entre les participantes, vous avez envie d'essayer, il faut pas se mettre en danger. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir la honte de sa vie en arrivant au travail, en ayant du sang partout. Donc, il faut vraiment le commencer à des moments où on peut le faire, en soirée, à la maison, ou quand on bosse au bureau et qu'on a les toilettes vraiment juste à côté. Et que du coup, on peut y aller au pire toutes les 20 minutes au début pour vérifier. Parce qu'au tout début, c'est pas facile, on sait pas, on le sent pas. Essayer le week-end, quand ça arrive le week-end à la maison. Et pas du tout se culpabiliser si on n'y arrive pas. Mais vraiment, au contraire, moi, je l'ai vraiment pris comme un jeu. Et au début, il y avait les premiers cycles, des fois, j'y arrivais 3 fois d'affilée, puis après, j'y arrivais plus du tout. Puis j'y arrivais, et puis après, du coup, c'est rigolo parce que je trouvais que mes règles étaient trop courtes. J'étais déçue parce que c'était déjà fini. Et du coup, il me tardait les prochaines règles parce qu'il y avait une espèce de. Bon,
moi, j'ai un peu ce côté très jouet, c'est peut-être un peu des fois combative sur lequel je travaille un peu. Mais du coup, il y avait ce côté vachement excitant de est-ce que je vais y arriver, j'y suis pas arrivée, j'y arriverai. Mais bon, voilà, il faut vraiment faire attention à pas se mettre en danger. On peut acheter, maintenant il existe quand même beaucoup de choses comme les culottes menstruelles ou les serviettes en tissu, mais prendre les culottes menstruelles, ça peut être un bon support pour essayer sans se mettre en danger, parce que du coup on a la culotte pour la journée qui va soutenir. Donc du coup, bon, mais si ça marche pas, c'est pas grave parce que ça va dans la culotte. Mais bon, après, tout en sachant quand même que plus on est protégé, moins ça va marcher. Parce que si on a une culotte menstruelle, du coup, on relâche et on n'y pense pas. Ou si on travaille trop longtemps devant l'ordinateur, moi j'avais du mal à y penser quand j'étais devant l'ordinateur. Parce que du coup, on n'écoute pas son corps. Mais enfin, voilà, d'y aller doucement, mais ouais, c'est incroyable, ça marche. Et moi, ça continue à me. Je continue à être émerveillée. Du coup, je le dis à tout le monde quand j'ai mes règles, tous mes amis, hommes-femmes, parce que souvent je sors des toilettes, je suis là, waouh, c'est incroyable! Je continue à. Parce que des fois, je relâche vraiment une quantité de sang énorme, vraiment l'équivalent d'une moon cup, quoi, et ça continue à m'émerveiller, quoi, de voir ça. Je me dis, waouh! C'est c'est très inspirant dans le fait de remettre de la joie à un endroit où, dans la plupart des endroits, il y a de la honte. Oui, Et remettre de la puissance à un endroit où il y a de l'impuissance, de remettre de l'énergie, une forme d'énergie à un endroit où, il y en a, où traditionnellement il n'y en a pas. Et ouais, et beaucoup de en plus, bien dans ce que tu partages. même aussi par rapport à l'auto-observation. En fait, l'auto-observation est très importante. C'est quelque chose qui prend du temps, qu'on a tendance à vouloir fuir, mais l'auto-observation est très importante pour se connaître et pour être responsable de nous-mêmes, de notre bonheur, de notre santé physique, de plein de choses. Et du coup, ce qui est intéressant quand même avec le sang, avec les règles, alors même avec la Moon Cup aussi, que ce soit avec la Moon Cup ou le flux instinctif, c'est qu'en plus, il y a aussi ce côté où on va voir notre sang, on le voit et on va l'observer. Et du coup, on peut voir s'il y a des moments où il est différent, pourquoi il est Mhm. différent. Et ça aussi, c'est très important parce qu'on a tendance à avoir un gros tabou par rapport à notre sexe, à nous les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont jamais mis un doigt à l'intérieur de leur vagin. Et du coup, par exemple, avec la Moon Cup aussi, on apprend ça au début à mettre les doigts à l'intérieur et du coup, à observer tout ça. Et je trouve que c'est vraiment important par rapport à cette étape-là. Mais après, voilà, quand j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas se culpabiliser si ça ne marche pas, parce que si on apprend le flux instinctif dès nos premières règles, je pense que c'est plus facile puisqu'on est déjà dans un. On n'a pas encore. Là, on a appris pendant 10 ans, 20 ans à relâcher en permanence. Enfin, donc, du coup, c'est compliqué. On ne peut pas apprendre du jour au lendemain à tout transformer. On a des habitudes qui sont là. Et en plus, finalement, je trouvais que moi, au début, le plus dur n'était pas forcément de contracter, mais de savoir aussi après aux toilettes relâcher. Donc au début, j'arrivais à relâcher mon sang que quand je faisais pipi. Maintenant, j'arrive à le séparer. Mais du coup, il y a ce côté voilà, de contracter, de relâcher. Et par rapport à la contraction, au début, je sentais que je contractais, mais avec le temps, c'est comme le pipi. Quand j'ai mes règles, en fait, le jour où j'ai mes règles, à chaque fois, je ne le sais pas que je les ai. C'est quand je vais aux toilettes. Des fois, ça fait peut-être déjà 5 heures que j'ai mes règles, mais je vais aux toilettes pour faire pipi et pouf, je me rends compte que j'ai mes règles. Donc aujourd'hui, je ne sens pas du tout que je contracte. C'est devenu quelque chose d'instinctif. Mais voilà, vraiment y aller dans la douceur, c'est important. Hmm. On a déjà été assez il y a trop de violence autour de nous par rapport aux femmes. Ça sert à rien de se rajouter encore une difficulté. Ouais. Merci de ton partage infiniment. Dis-moi, les jours où je sens, j'entends, je vois beaucoup de joie et d'optimisme dans ce que tu dis, dans ce que tu partages, dans ce que tu rayonnes, les jours où tu vas moins bien, comment tu fais? Quelles sont tes, tes clés? En général, en fait, c'est très simple. Je sais que les jours où je vais pas bien, c'est parce que j'ai sommeil. Enfin, chez moi, c'est vraiment quelque chose, c'est la fatigue et la météo. Enfin, c'est vraiment. Et je vais pas bien parce que j'en fais trop ailleurs.
Et en général, je vais pas bien après un pic d'euphorie. Un pic d'euphorie où j'ai fait 10 000 trucs, 10 000 rendez-vous et tout et tout. Donc moi, je sais que quand je vais pas bien, il faut vraiment que je dorme. Donc du coup, je peux reprendre un bain. Donc, je parlais plus tôt. Le bain chaud, ça va beaucoup m'aider. Me coucouner, manger du chocolat, aller au lit, bouquiner, prendre un temps vide. Ça, accepter ça, je vais pas bien. Prendre un moment de enfin voilà. Et ça, je pense que ça va bien, ça marche vraiment avec l'auto-observation, ce fait de savoir je vais pas bien parce que je me suis pas accordé assez de temps. Donc ça veut dire que là, j'ai besoin de m'accorder du temps. Et moi, par exemple, j'adore lire. Et je lis pas assez, enfin j'adore lire des romans et je lis pas trop parce que quand je lis, j'arrive pas à m'arrêter tant que j'ai pas fini le livre, donc ça veut dire que je vais faire une nuit blanche. Donc ça veut dire que le lendemain je vais déprimer. Ouais. Mais voilà, c'est voir qu'à ces moments-là, je vais pas bien, c'est parce que j'ai pas pris assez de temps pour moi. Et il faut que je m'offre ce temps. Et après, l'écriture automatique m'aide beaucoup par rapport à ça. Parce que si je vais pas bien, que je commence à écrire en automatique. Donc l'écriture automatique, c'est vraiment le fait d'écrire sans penser à ce qu'on va écrire. Donc c'est écrire toutes les pensées qui viennent, donc essayer d'écrire vite pour pas avoir le temps de faire de filtre. Et donc, du coup, alors des fois, on va écrire n'importe quoi. On peut dire le ballon rebondit par terre et s'envole dans le ciel alors que la souris court après le chien. Alors là, des fois, il y a des idées qui viennent. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je pense que c'est le cerveau qui mélange des mots, des phrases. Donc, autant écrire n'importe quoi. Et puis après, il y a des moments où il va y avoir du coup ce qui nous gêne qui ressort. Elle m'a encore dit ça, il m'a encore fait ça, je me suis sentie nulle, je suis stressée parce que j'aimerais faire ça, mais j'aimerais aussi faire ça. Et donc, l'écriture automatique est particulièrement importante les jours où on va pas bien. Parce que ça aide vraiment à sortir les choses. Et après, du coup, quand je termine d'écrire, et c'est important du coup d'écrire au moins 2 ou 3 pages, parce que si on n'écrit pas longtemps, et en plus, souvent, moi, j'ai pas envie d'écrire. Donc, j'écris au moins 3 fois, j'ai pas envie d'écrire, c'est long. Il me reste encore 2 pages, ça m'agace. Et si j'arrêtais, non, je vais continuer. Tu perds ton temps, tu écris n'importe quoi. Donc, il faut dépasser un certain temps pour pouvoir aller en profondeur. Et souvent, les réponses, elles sortent d'elles-mêmes. Et quand on a fini l'écriture automatique, on se sent en général beaucoup plus sereine. Et par rapport, du coup, à mes downs, enfin, au moment où je suis un peu plus, où je vais moins bien, et par rapport aussi à la routine, parce qu'au début, je parlais du bain, mais aussi quelque chose, en fait, qui pour moi est très important dans ma routine quotidienne, que j'ai vraiment appris à respecter, et qui m'aide aussi les jours down, et qui est lié au jour où je suis un peu moins bien. Dans notre pays, il y a une expression qui dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Et en fait, c'est pas vrai. Parce on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont du matin et il y a des gens qui sont du soir. Et alors moi au Brésil, je suis plutôt du matin. Enfin, je me lève très tôt ici. Je me lève facilement. Mais en France, je me lève pas tôt. Et donc j'ai appris à respecter ça. Et aujourd'hui, bon, parce que je le peux, parce que je travaille à mon compte et tout, j'essaie de ne jamais travailler avant 10 heures du matin. Parce que j'ai besoin le matin de dormir. Et surtout le matin, moi je rêve beaucoup. Et ces moments de rêve du matin, il est aussi important que le sommeil de manière physique. Et moi, tous les matins, j'écris mes rêves et j'ai besoin de rêver. Si je rêve pas, ça me freine dans ma créativité. Je pense qu'au niveau de mes émotions aussi, il y a moins d'émotions qui sont digérées. Et donc, il y a vraiment cette partie aussi qui est très importante. Et du coup, pour moi, le sommeil, c'est vraiment très, très, très important. Euh, j'ai aussi remarqué pour moi que l'heure du lever dépend des saisons. Toi, tu parles du Brésil et France, tu habites dans le sud, mais le soleil ne se lève pas à la même heure, là-bas et ici. Dépend du cycle, dépend aussi d'un besoin de ce qui se passe dans le quotidien. Et qu'effectivement, celles qui font attention à respecter ce besoin de sommeil, lever tôt, lever tard quand elles peuvent, hein, parce que c'est vrai que parfois le rythme scolaire le rend compliqué, mais euh, vont en général beaucoup mieux Oui, que lorsque tu dors pas assez, quoi. mais non, mais c'est vraiment crucial. Et je pense que vraiment, il y a une partie qui dépend vraiment de nous. Parce que je vois que moi-même, au quotidien, dans mon entreprise,
dans l'entreprise, mais aussi dans le documentaire. Et pourtant, je travaille dans une association avec des amis. Je dois quand même faire attention pour bien respecter ça. Facilement, je pourrais me laisser entraîner et travailler et pas respecter mes heures de sommeil. Et du coup, par rapport à ces saisons, ça me ramène, voilà, les jours, comme je disais, moi, souvent, quand je vais pas bien, ça peut être lié à la météo. Il pleut. Et en fait, alors, au Brésil, il pleut presque tous les jours. Et tous les jours, il fait soleil. Et donc, c'est au Brésil que j'ai commencé à accepter la pluie. Et puis, comme quand il pleut, les plantes, elles sont tellement contentes. Il y a souvent des moments où il y a vraiment besoin de pluie. Parce que c'est un lieu très humide. Et quand il y a plusieurs jours de sec, du coup, elles souffrent. Donc, l'importance de la pluie. En fait, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a peut-être 2-3 ans, que moi, je croyais que je détestais la pluie. Et en fait, ce que je n'aime pas, ce que je déteste, c'est qu'en France, quand il pleut, je dois être aussi active que quand il fait soleil. Et que, en fait, donc, en général, quand je suis déprimée, c'est des jours où il fait gris. Mais c'est pas à cause de la pluie, c'est parce que ces jours où il fait gris, mon corps a besoin de se mettre à l'abri, dormir. Les animaux font ça, la plupart des animaux. Sauf qu'en fait, moi, je force pour travailler, pour être autant productive que les autres jours. Et donc, du coup, finalement, c'est ça qui crée que ce jour-là, ben, je suis déprimée, ça va pas bien. Bon, après, voilà, ça, moi, je l'ai découvert. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, j'ai réussi à le changer. Parce que malheureusement, ben voilà, on a un rythme aujourd'hui qui ne respecte pas ça. Mais dans une utopie, je pense que vraiment, on pourrait respecter le fait que quand il pleut, ben, on travaille moins, quoi. Parce qu'il pleut, c'est normal. Et les jours où il fait soleil, on va être beaucoup plus actifs. Tout comme on peut respecter nos cycles menstruels. Ou quand on a nos règles, on a besoin de faire moins de choses. Et puis quand on est en période d'ovulation, on peut être ou de préovulation, on peut être beaucoup plus active. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, du coup, même si aujourd'hui, quand je ne suis pas bien et qu'il pleut, je ne peux pas tout arrêter, mais savoir qu'aujourd'hui, je vais essayer d'en faire moins parce que je me sens moins bien. Et j'en ferai plus après. Mais la culpabilité, c'est vraiment dur hein, de lutter contre la culpabilité. Je sais vraiment ce que c'est, tout en étant mon propre. Ton culpabilité, est-ce que c'est une injonction que tu te mets de production, de productivité, ouais. Absolument, absolument. Moi, si je travaille pas, moi, je travaille tout le temps. Je travaille les week-ends aussi. Bon là, enfin, bon comme ça paraît fou. Là maintenant, je suis au Brésil et là, je ralentis beaucoup. Je ralentis beaucoup. Voilà, je travaille à peu près 4 heures par jour en ce moment. Et, mais ça, c'est du pur travail parce qu'en fait, le reste du temps, j'évolue, je grandis. Enfin, je fais beaucoup de choses qui m'aident à évoluer, que je sais qu'ils vont beaucoup m'enrichir et m'apporter pour la suite. Mais de manière générale, quand je suis en France, je travaille beaucoup trop. Et c'est vrai que même quand je travaille pas pendant tout un week-end, je me sens pas bien. Et, et pourtant, je le sais. Et je travaille dessus depuis longtemps. Hein. Ouais. Chasser le naturel, il revient au galop, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, petit coup d'hypnose peut-être, tu pourrais essayer. Dis-moi, on arrive à la fin de cette conversation qui était très, très riche pour moi en tout cas. Euh, S'il y avait une chose que tu aurais envie de partager avant qu'on se quitte avec ces femmes magnifiques qui t'écoutent, ce serait quoi? Peut-être pour moi, quelque chose qui a été énormément important dans mon cheminement personnel. Quand je suis partie faire mon tour du monde, en fait, je devais partir avec ma meilleure amie, que j'aime profondément. Et on devait partir et on n'avait pas de trajet planifié, puisque elle voulait vivre au jour le jour, être vraiment libre. Moi, j'étais un peu plus organisée. Moi, j'aurais aimé qu'on organise et en même temps, je trouvais ça bien du coup de ne pas organiser. Et en fait, la veille du départ, elle m'a appelé pour me dire je pars pas. Et ça a été, moi, quand elle m'a dit ça, alors, je l'ai compris, parce que la veille du départ, cette dernière semaine avant de partir, ça a été horrible, parce que je fermais tout. On partait, on ne savait pas pour combien d'années, on ne savait pas pour combien de mois. L'idée, c'était de partir, peut-être rester 10 ans dans un pays, un mois dans l'autre. Il n'y avait pas du tout d'idée de trajet ni de retour. C'était vraiment partir et essayer de faire les choses au fur et à mesure. Et du coup, de faire ça en France, on fermait tout. Enfin,
tout mettre en carton, terminer tout le travail, dire au revoir à tout le monde sans savoir quand c'est qu'on revient. Il y avait vraiment une préparation d'une petite mort. Et je sais que ça a été très dur pour moi, qui suis quand même très optimiste et très positive. La dernière semaine était particulièrement dure. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai compris. Il y a une partie de moi qui l'a comprise. Une partie de moi qui a eu envie d'être en colère contre elle. Et une partie de moi qui, heureusement que cette partie, elle a été là, qui s'est dit Marion, c'est ton rêve depuis toujours. Si tu ne le vis pas, si tu ne pars pas, ce sera ta faute. Tu ne pourras pas mettre la faute sur elle. Si tu ne décides pas de partir, c'est ta responsabilité. Ton rêve et tes choix, ils ne dépendent que de toi. Du coup, je suis partie. Et du coup, je ne lui en ai jamais voulu. Je pense qu'au contraire, je suis même. Et même, au contraire, je la remercie parce que si peut-être, si elle n'avait pas décidé de partir faire le tour du monde avec moi en amont, j'aurais pas préparé ce départ et je serais pas partie. Donc, heureusement, au contraire, qu'elle a été là, puisqu'elle m'a donné cette impulsion. Et heureusement qu'elle s'est retirée, puisque du coup, je suis partie seule. Et du coup, je suis allée au Brésil. Et pour moi, ça a été le début de tout, le cheminement de tout. Donc voilà, vraiment faire attention au fait que nos rêves ne dépendent que de nous. Et quand on utilise l'excuse du conjoint, de la famille, et bien sûr que les enfants, bon, j'en ai pas, donc je suis mal placée pour en parler, mais bien sûr que ça peut être des complications. Mais quand je vois, moi, par exemple, les Brésiliens, comment ils se comportent avec les enfants, comment ils vont à la plage, comment ils sont tranquilles en soirée, on n'a pas le même rapport en France. Moi, mes parents, ils ont beaucoup voyagé avec moi enfant. Ben voilà, on peut pas, et même du coup, changer de travail. Un enfant sera toujours beaucoup plus heureux s'il voit ses parents épanouis que si ses parents ont de l'argent et sont stressés. Même si à la maison, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Si les parents sont heureux, l'enfant sera heureux. Donc, on ne peut pas toujours dire je ne suis pas heureuse à cause des autres. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est nous sommes responsables de nos choix, de nos émotions, de nos actions et que du coup, notre vie va ressembler à la couleur de nos choix Oui, fait en alignement avec qui on est. C'est ça? exactement. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, on est responsable de tout ça, mais aussi du coup, par rapport à cette différence France-Brésil, au Brésil, c'est absolument normal que tout le monde fasse un travail personnel de développement. C'est normal. Soit tu vas voir, ça peut être voir un psy, ça peut être des choses beaucoup plus spirituelles, mais c'est normal de toujours travailler sur soi et de se faire accompagner. Et alors qu'en France, même si aujourd'hui le développement personnel, on peut dire que c'est un peu plus à la mode, mais du coup il peut y avoir aussi des côtés un peu plus compliqués. C'est normal, à la fois on est responsable de notre vie, de nos couleurs, mais c'est aussi normal de se faire accompagner par des thérapeutes, par des coachs, par des lectures, par des amis pour évoluer et trouver notre manière d'aller mieux et on n'arrête pas d'évoluer. Normalement, on est censé devenir de meilleur en meilleur. Enfin, je sais pas trop comment exprimer en français, mais voilà, pour avoir une vieillesse sereine aussi, pour pouvoir vieillir dans la sérénité. Donc voilà. Bah, écoute, merci pour ce mot de la fin. Et écoute, je te souhaite de merveilleuses semaines et mois au Brésil, parce que tu y es là. Profite du soleil, de la pluie, des plantes, des couchers de soleil, des levées de lune. Merci. Et puis toutes les infos, de toute façon, rite de femme, tout ce que tu proposes et tout ce que tu offres aux auditrices sera là en dessous, disponible pour pouvoir être en lien avec toi pour celles qui le souhaitent. Au revoir Marion. Au revoir.